Alors, on va suivre normalement le plan suivant. Donc, vous disposez du plan. Donc, normalement, on va présenter c'est quoi le métier d'un consultant analyste. D'accord? La présentation du cycle de formation, un exemple, la présentation des exemples. Ensuite, on va enchaîner avec un exercice pratique, un petit exercice juste pour avoir une idée, un avant-goût, comment ça se déroule les séances de formation. D'accord? Et enfin, normalement, si normalement, on a une intervention de M. Aissam, non? Pour présenter les différents cycles de formation, c'est ça? Oui, oui, à la fin de la séance, Inch'Allah, oui. Oui, c'est ça. Donc, De la séance. Donc, voilà. Il y a trois on va parties si on veut. présenter les autres programmes des autres formations. Oui, c'est ça. D'accord. Donc, on a trois parties concernant cette séance. Donc, une partie introductive pour introduire le cycle, le métier lui-même, l'intérêt de la formation, ainsi de suite. Et puis, une partie d'un exercice pratique, c'est comme une initiation, quoi, un avant-goût. Et une dernière partie pour recevoir vos questions concernant la durée de chaque cycle, le coût, comment ça se déroule, ainsi de suite. Voilà. Donc, on va présenter, on va commencer par la présentation. Donc, je vais me présenter moi-même, donc le formateur. Voilà, donc je suis un enseignant universitaire auprès des universités tunisiennes, étatiques et privées. Donc, j'ai une double casquette. Donc, je suis informaticien. Je donne des cours concernant les développements web, ainsi de suite. Et j'ai une autre casquette comme data analyst, c'est-à-dire j'enseigne depuis plus que 20 ans dans les modules et les volets en relation, bien sûr, avec l'analyse de données. Ce volet-là, vraiment, il a évolué beaucoup durant ces deux dernières décennies. Bien sûr, l'évolution, ça va avec les outils, c'est-à-dire toujours les outils informatiques, ça évolue selon l'axe de développement aussi matériel, c'est-à-dire avec l'apparition du cloud, du big data, de l'IA maintenant, c'est une actualité. Donc toujours, la science informatique, elle évolue aussi en parallèle. Donc j'étais directeur de département euh, auprès des universités tunisiennes. Je travaille maintenant comme expert en VBA et analyse de données auprès des entreprises. Donc, d'accord? Et donc, j'espère bien que je vais vraiment vous donner le fruit de toute cette expérience, que ça va vous être utile. Alors, on passe à la partie suivante. Donc, normalement, on va commencer avec la fameuse question, c'est quoi le métier d'un consultant analyste ou bien un analyste de données? Bon, c'est un métier qui est en vogue maintenant, c'est un métier en tendance, il est très sollicité. Donc, c'est parmi les 5 métiers les plus sollicités, les mieux payés dans le monde. D'accord? Bon, ce n'est pas un nouveau métier, hein, mais c'est-à-dire avec cette panoplie d'outils qui a apparu pendant ces dernières années, donc c'est devenu vraiment un métier très important, crucial même. Donc, vous savez, auparavant, le premier chapitre qu'on étudie, qu'on le prend dans les écoles universitaires de management, de gestion, c'était le premier chapitre, c'était comment l'entreprise va évoluer et comment on met des stratégies dans notre entreprise selon le changement de l'environnement. C'était ça le premier chapitre qu'on étudie dans le management ou bien l'économie. C'est-à-dire comment vraiment euh, l'environnement autour de l'entreprise. Et auparavant, dans les années 90 ou bien au début des années 2000, il n'y avait pas beaucoup d'informations concernant l'environnement. C'est-à-dire, les informations qu'on dispose, ça vient des journaux, d'accord, ça vient des magazines ou bien des informations de télévision. C'est-à-dire, on a peu d'informations concernant l'environnement extérieur. Alors maintenant, ce n'est pas le même cas. Alors, c'est devenu la source d'information, elle est devenue diversifiée et à la disposition de tout le monde. Et surtout, ça évolue vite. Maintenant, c'est le facteur de temps, il est très important. C'est-à-dire, les entreprises qui ne changent pas, qui ne s'adaptent pas avec l'environnement, malheureusement, vont disparaître. Et on a vraiment beaucoup
de leçons de morale, là, si vous avez entendu d'exemples, Thomas Cook, la fameuse agence de voyage britannique qui est fondée en 1890 et qui a malheureusement qui n'a pas résisté à l'évolution, d'accord, à l'évolution maintenant de ce qui se passe dans le monde, et elle a disparu. Donc elle a failli, elle a fait une faillite, Thomas Cook. Il y en a pas mal d'autres exemples, Nokia, Kodak. Il y a pas mal d'entreprises qui n'ont pas évolué. Donc vraiment, c'est très important maintenant d'analyser ce qui se passe autour de nous, et on peut commencer même avec les données internes de notre entreprise. Donc l'analyse de données est devenue très important. C'est vrai qu'on dispose de l'information partout. Ça vient de Internet, ça vient de cloud, on parle même de big data, mais l'important, c'est comment exploiter ces flux de données, ce grand volume, cette masse de données volumineuse, comment on peut l'exploiter, comment on peut l'analyser en faveur de notre entreprise. Voilà, c'est une question très importante. Donc, de là, ça vient l'importance de ce nouveau métier. Alors, donc, si on lit la définition, alors là, un consultant analyste, donc c'est un professionnel qui analyse et interprète les données afin d'aider les entreprises à prendre des décisions. Voilà, comme on vient de le dire. Il travaille avec différents types d'entreprises, d'industries et de secteurs. Bon, lui-même, au sein de l'entreprise, il a un rôle fédérateur, c'est-à-dire celui qui va s'occuper de cette analyse de données. Ça peut être une équipe, hein, pas une seule personne. Ça peut être toute une équipe qui va s'occuper de ce volet-là, l'analyse de données. Et cette équipe, elle a un rôle très important parce qu'elle a des relations, elle va travailler avec l'ensemble du groupe de l'entreprise, c'est-à-dire avec tous les services. Donc, elle peut avoir des données du service comptabilité, ressources humaines, commerciales, techniques. Donc, elle va avoir des relations, des flux de données avec tout le monde. On commence à partir des opérants, des simples ouvriers, jusqu'à arriver à la comité de pilotage. Donc, vraiment, c'est un rôle fédérateur. Et pourquoi donc ce métier-là, il est un peu rare? Pourquoi? Il est très payé, il est très bien payé, et c'est un métier vraiment qui n'est pas à la portée de tout le monde. Bon, on ne parle pas d'une difficulté technique, mais surtout parce qu'il regroupe deux compétences différentes. En fait, il ne s'agit pas de la maîtrise des outils informatiques. Si c'était ça, ce n'est pas ça qui manque. Donc, on a des millions de diplômés de l'informatique chaque année des différentes écoles et des différents pays. D'accord? Le problème, c'est que ce métier-là, il regroupe l'aspect technique, on parle des outils informatiques, et l'aspect managérial. Donc, c'est quelqu'un qui maîtrise bien, bon, on dit maîtrise bien, mais quand même, il a une idée, c'est ce qui se passe dans l'entreprise. C'est-à-dire, il maîtrise bien le jargon managérial. Il peut, c'est-à-dire, il peut parler ou bien échanger des données avec le service comptabilité, commercial, technique. Donc, tout le jargon technique, le mot technique concernant la gestion de l'entreprise, donc il doit avoir une idée sur tout ça. D'accord? Les bilans, les exercices, les journaux, les taux d'intérêt, le bénéfice, les termes commerciaux, tout ça. Et même, il peut avoir sur un aspect technique aussi, ce qui se passe dans l'entreprise. D'une autre part, parce que les flux de données, ça vient de différents services. D'accord? C'est lui qui va collecter les données. Et il peut même interagir parfois avec d'autres tiers. C'est-à-dire, les données, ça peut être interne, ça vient de notre bilan, de nos rapports internes, comme on peut avoir aussi des données externes. Ça vient des tiers, du fournisseur, d'accord, de la part de la banque, de notre transporteur, ainsi de suite. Donc vraiment, il doit avoir une idée générale de ce qui se passe dans l'entreprise. Il doit maîtriser tout le mot technique là, en liaison avec la gestion, et en même temps, il doit maîtriser l'outil informatique. Donc vraiment, c'est un double casquette. D'accord?
Généralement, au début, les gens, c'est-à-dire les premiers analyses de données, c'était ce qu'on appelle, ce sont les diplômés, ce qu'on appelle les diplômes d'informatique appliquée à la gestion. C'est un diplôme connu en France, on dit MIAGE, une maîtrise auparavant. On parle de maîtrise en informatique appliquée à la gestion. Ça s'appelle un diplôme MIAGE. Et on parle aussi de ce qu'on appelle analyste aussi. On dit un informaticien analyste. En fait, c'est un informaticien qui a donc une idée générale, qui a une formation basique en gestion. Mais les statistiques disent que les analyses de données les plus réussies, à la base, sont des gestionnaires. Comme, d'accord, c'est un peu, ça vous paraît peut-être un peu étrange, mais c'est ça la vérité, c'est que la majorité des analyses de données, ça vient du domaine économique et managérial. C'est l'inverse. Donc, ce sont ces gens-là qui font des formations, comme vous allez le faire vous-même, de formations en outils informatiques, et hop, ça tient. Cette combinaison, ça marche mieux qu'un informaticien qui a une formation en gestion. C'est l'inverse plutôt. Voilà. Donc, c'est quelqu'un, si on veut résumer, qui va s'occuper du collecte, analyse de données, conception de tableau de bord, et c'est ça notre rôle, hein, ce qu'on va faire dans la formation, et la production de rapports. Et là, vraiment, il y en a beaucoup d'outils qui permettent de faire des rapports, des présentations. On peut citer le Power BI, Excel, d'accord? Donc, le SPSS, il y a pas mal d'outils qui permettent de faire ça. Alors, bon, concernant les opportunités, vraiment, c'est pas ça qui monte. Bon, si on parle d'un salaire annuel, bien sûr, il n'y a pas de règle ou bien de formule générale. C'est-à-dire, ça peut aller de 50 000 euros jusqu'à 70, voire même plus. Ça dépend bien sûr de l'expérience. Donc, si on parle de salaire d'une analyse de données, ça dépend évidemment de la dimension de l'entreprise dans laquelle il est affecté, c'est-à-dire le volume de travail et d'expérience, essentiellement de l'expérience. Bon, là, il faut faire vraiment il faut souligner cette dernière notion d'expérience, parce que beaucoup d'analyses de données qui sont diplômés des facultés, malheureusement, ils trouvent des difficultés à s'intégrer. C'est parce qu'ils n'ont pas d'expérience. C'est-à-dire la formation technique à elle-même, ça ne suffit pas. Donc, et beaucoup d'étudiants, ils viennent me parler, ils me disent, voilà, monsieur, il n'y a pas vraiment beaucoup d'opportunités, toujours on exige de l'expérience. Non, il y a de l'opportunité. Mais l'expérience, oui, ça, c'est vrai, parce que ce n'est pas un développeur informatique classique qui va développer des applications mobiles ou web. Non, ça, il s'agit d'une analyse de données, c'est une responsabilité. Donc, on préfère toujours quelqu'un qui a une expérience dans le domaine de gestion incomptable. C'est quelqu'un, c'est-à-dire qui a une expérience, je ne sais pas, un directeur commercial, un directeur de ressources humaines. Et, c'est-à-dire, il a une idée sur ce qui se passe dans les entreprises. Et il a une formation de plus d'analyse de données. Ça, c'est le meilleur scénario. Vraiment, c'est l'idéal. On ne préfère pas des nouveaux diplômés, malheureusement. D'accord? Donc, ça, on doit le mentionner. Donc, l'expérience, elle est très sollicitée dans le domaine d'analyse de données. Alors, je vais vous expliquer pourquoi l'importance de ce travail-là, de cette tâche, et en même temps, donc, on va expliquer ce qu'on va faire au cours de cette formation. En fait, on parle maintenant d'un système d'information. Donc, auparavant, le système d'information, il comporte juste la base de données de l'entreprise, ou bien, c'est-à-dire, ça dépend des données. Hein. Je ne sais pas si vous avez une idée, ce qui se passe auparavant. Donc, au début, il n'y avait pas de base de données. Dans les années 60, 70, on met les données sous forme de ce qu'on appelle des fichiers. Fichiers, non pas des bases de données. Les bases de données sont apparues à la fin des années 70. Ensuite, on a vu l'apparition des ERP, ainsi de suite. Donc, bref, tout ça, ça s'appelle système d'information locale. Mais maintenant, dans notre ère actuelle, donc, le système d'information ne s'arrête pas dans l'entreprise. C'est-à-dire, la majorité des applications sont généralement déployées, c'est-à-dire installées dans le web. C'est-à-dire maintenant, vous avez entendu parler du télétravail, je pense.
D'accord? Donc, parfois, à travers ces systèmes-là, ce qu'on appelle les microservices et tout ça, donc on a accès au système d'information ailleurs, c'est-à-dire on peut travailler même chez nous. Et ce qui est nouveau, c'est qu'il y a vraiment une interaction avec les tiers. C'est-à-dire, le système d'information n'est plus fermé, il est devenu ouvert sur tout le monde. Bien sûr, là, le volet sécurité s'avère très important. C'est-à-dire, bien sûr, il faut s'occuper du volet sécurité si on veut vraiment s'ouvrir sur les tiers, sur le monde extérieur. Je ne sais pas si je vous donne un exemple, une agence de voyage, si vous allez réserver un voyage, d'accord, à travers Expedia ou autre plateforme. Est-ce que vous avez remarqué que vous pouvez avoir le ticket, vous pouvez réserver le ticket d'avion, l'hôtel, les tickets de métro à travers la même plateforme? Vous avez remarqué ça ou non? C'est-à-dire, vous êtes sur le site Expedia, mais vous avez le choix entre 2-3 compagnies aériennes. Vous pouvez réserver à travers Transavia ou Air France ou une compagnie aérienne locale au Côte d'Ivoire, au Sénégal ou autre. Vous pouvez aussi choisir l'hôtel. Est-ce que vous avez pas eu l'idée une fois comment on a accès à la base de données de la compagnie aérienne ou bien d'un tel hôtel en temps réel? C'est-à-dire, vous pouvez avoir une idée quels sont les types de tickets disponibles, quels sont les hôtels disponibles, les prix, ainsi de suite. Alors là, derrière ce site-là, il y a ce qu'on appelle ouverture sur d'autres systèmes. C'est-à-dire, le site Expedia, il est ouvert, il y a ce qu'on appelle des services, il est ouvert et il y a échange de données entre ces différentes entreprises. D'accord? Donc, de là, vous pouvez comprendre qu'il y a vraiment une interaction. Désormais, il y a une interaction entre les systèmes, entre les serveurs. Tout le monde interagit avec tout le monde. D'accord? Donc, à partir de là, notre système d'information n'est plus fermé sur notre entreprise. Donc, on peut avoir des données qui viennent, par exemple, on peut avoir des rapports de la part de la banque sous format CSV. CSV, ça veut dire Excel. Donc, on peut avoir des reportings de la part de notre banque sous format CSV. On peut avoir des données sous forme XML. Je ne sais pas si ces termes sont familiarisés pour vous ou non. Par exemple, notre transporteur, il peut nous envoyer un état concernant nos courriers ou bien nos marchandises, un état réel, d'accord, sous format XML. C'est un autre format de données. On peut avoir, par exemple, accès à une plateforme de notre fournisseur de carburant. Donc, on peut suivre les cartes, notre carte, on peut donner des cartes de carburant à nos commerciaux, ainsi de suite. Donc, on peut suivre la consommation. Et là, on peut avoir des données sous un autre format, base de données, par exemple. On peut avoir un accès, je ne sais pas si vous avez entendu parler du cloud. Le cloud, c'est quoi? C'est un espace commun via le web entre différents tiers. Ça, on peut partager. Cloud, vous savez déjà, vous connaissez un exemple simple de cloud, c'est le Drive, le Google Drive ou bien le OneDrive de Microsoft. Ça, c'est un espace commun à tout le monde partagé. Ça s'appelle le cloud. Mais on peut avoir bien sûr un cloud plus large, d'accord? Un cloud qui peut réunir des différentes sociétés ou entreprises ensemble, comme un outil Azure de Microsoft ou autre. Donc, on peut vraiment avoir une diversité d'informations qui viennent enrichir notre système d'information. D'accord? Vous voyez, ce n'est plus un système d'information classique comme auparavant. Donc, vraiment, on a accès à des flux de données externes et diverses, et surtout diverses. J'insiste bien sur le terme diverses. Alors, on peut avoir des données du web aussi. Il y a des données qui viennent, on peut avoir, c'est-à-dire il y a des sites officiels, on peut avoir des statistiques, d'autres informations en provenance du site web. Et voilà, donc, notre défi, c'est quoi? Bon, à travers cette formation, en quelque sorte. Notre défi, comment on va exploiter tous ces flux de données, comment surtout on va les rendre uniformes, c'est-à-dire comment on va les regrouper sous le même format. Ça, c'est très important. C'est-à-dire comment on va les fusionner dans un même endroit. D'accord? Parce que vous voyez qu'ils sont de différents formats. CSV, XML, base de données, web, ainsi de suite. Donc, le premier défi, c'est comment on va fusionner toutes ces données. On va les rendre uniformes. On va les nettoyer aussi. Parce que parfois, les données, ça vient, on peut avoir des données de la part de notre tiers qui ne sont pas conformes.
Nous, on utilise un point-virgule comme séparateur du millier pour les chiffres, pour les chiffres décimaux. Et on peut avoir, à partir d'une application, des chiffres qui ont un séparateur des points. Donc, ce n'est pas homogène. Donc, en premier lieu, on doit recevoir toutes ces données, les regrouper dans le même récipient, entre guillemets, les corriger selon les normes. Ensuite, on va appliquer des outils d'analyse de données, des modèles peut-être, deux modèles d'analyse, des algorithmes, des outils, ça dépend qu'est-ce que vous utilisez comme processus d'analyse de données. On peut aller même jusqu'à l'IA, hein. On peut arriver jusqu'à l'IA. Et finalement, pour avoir ce qu'on appelle un dashboard. En fait, bien sûr, ces dashboards sont utiles essentiellement pour nous aider à prendre d'aide à la décision. D'accord? Donc, je ne sais pas si vous avez une idée sur l'IA. L'IA, c'est presque la même démarche. Est-ce que quelqu'un peut me préciser c'est quoi la différence entre notre processus à nous, l'analyse de données, ce qu'on va faire nous, et entre l'IA? Est-ce que quelqu'un peut, s'il a la possibilité d'ouvrir le micro, peut m'expliquer? Parce que ça commence avec la même chose. L'IA aussi, ça commence avec un grand volume de données qu'on va apprendre. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir une intelligence artificielle sans avoir un volume de données au début, au départ. Tout le monde parle de l'IA actuellement, mais attention, ça se prépare depuis 20 ans ou bien 30 ans. C'est-à-dire, les pays qui sont producteurs de l'IA, ils sont en train de préparer ça depuis 3 décennies. Et maintenant, c'est le fruit qui est apparu maintenant. C'est-à-dire, depuis 20 ans, ils sont en train de préparer leur modèle, leur système. Au début, un système IA, il faut fournir un grand volume, une grande masse de données. Ensuite, c'est la machine qui va apprendre à travers des modèles à analyser. Donc, la différence, elle est claire. Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Quelqu'un peut lever la main concernant ce schéma-là? C'est quoi la différence? Dans quelle partie il y a l'intervention de l'IA? Bon, finalement, on arrive à quoi? C'est l'aide à la décision. Même l'IA, on l'utilise pourquoi maintenant l'IA? Pour avoir des décisions, que ce soit économiques ou bien dans l'armée ou bien médicales. Ça peut aider les médecins à prendre des décisions. Donc, finalement, tout ce processus-là, ça converge. Tous ces outils, ça converge vers l'aide à la décision, évidemment. Est-ce que quelqu'un peut me répondre? En quelle partie ça va intervenir l'IA? Monsieur Ruben, oui, si vous pouvez participer. Vas-y, monsieur. Je ne sais pas, monsieur Essine, est-ce qu'on peut lui donner la main, le micro? Monsieur Ruben? Oui, oui, déjà, Oui, son micro bonsoir. est ouvert. Oui, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonjour. Donc, je dirais que l'IA a plus une approche prédictive basée sur l'apprentissage automatique. C'est Donc, ça. Donc, on se l'apprentissage à base partir de données, oui. à partir des données, de l'historique des données. Donc, l'IA se base sur l'apprentissage automatique et en capitalisant les expériences pour prédire les données futures ou donner de l'insight sur l'avenir. Donc, c'est plus une approche prédictive. Voilà, prédictif. Mais ça vient, vous voyez là, les flèches, ça vient après la collecte d'informations, après le système d'information. C'est entre le SI et l'aide à la décision. C'est ça. Ça intervient à ce niveau-là. Donc, il y a un apprentissage. Bien sûr, la différence, c'est que nous, on utilise des outils classiques comme les croisés dynamiques, le langage SQL, le langage DAX. C'est-à-dire, nous, on utilise des outils corrects, exacts d'analyse de données. Bon, l'IA utilise ce qu'on appelle des modèles. C'est-à-dire, il y a des modèles mathématiques qui vont faire le cause à effet, vous voyez, qui vont faire ce qu'on appelle le cause à effet. C'est-à-dire, voilà, cette cause-là donne ce résultat. Donc, ils vont apprendre à la machine ces causes à effet et à partir d'un certain moment, donc la machine, elle va donner le résultat automatiquement toute seule. C'est-à-dire à travers ces algorithmes ou bien ces modèles et surtout à travers l'apprentissage automatique. Comme il a dit monsieur tout à l'heure, elle va donner des prédictions, des anticipations, ainsi de suite. Voilà, donc c'est le même processus. Ce qui diffère, c'est au niveau de l'analyse de données. Ça sera fait c'est-à-dire automatiquement avec l'intelligence artificielle au lieu d'une analyse humaine.
Mais je ne vous cache pas, en 90% des cas, c'est-à-dire on utilise l'analyse exacte, correcte qu'on va faire nous. D'accord? L'IA, on l'utilise dans des domaines bien précis, mais surtout dans la prévision. C'est-à-dire elle est vraiment utile dans la prévision, l'anticipation, ou bien vraiment dans le domaine où l'analyse s'avère un peu difficile, c'est-à-dire le volume donné, il n'est pas maîtrisable, un volume colossal de données, ainsi de suite. Mais dans 90%, le besoin réel des entreprises, c'est l'analyse de données qu'on va faire ensemble. Bien sûr, nous, on ne va pas faire, pour être clair, on ne va pas faire tous les volets d'analyse de données. Ça, ce n'est pas possible. Parce que il y a, en fait, compte beaucoup d'axes concernant l'analyse de données. Ça dépend de la source de données elle-même. C'est-à-dire, on peut, par exemple, si on va traiter des données des SGBD, l'axe, il est différent. On va utiliser des outils relatifs aux SGBD, par exemple SQL, PLSQL, d'accord? Si on utilise, par exemple, des données qui viennent à partir de capteurs, des données techniques, c'est-à-dire des indices d'humidité, de chaleur. Là, ce sont des autres outils. On utilise par exemple le Python. Est-ce que vous avez entendu parler du langage Python? Donc, c'est-à-dire la démarche, elle est la même, mais les outils diffèrent selon la source de données. Je répète, la démarche d'analyse, c'est la même. Il y a des flux de données, on va regrouper tout ça, on va nettoyer, analyser et avoir des dashboards. Ensuite, prise de décision. C'est le même processus. Ce qui diffère, c'est les outils utilisés. Comme je vous l'ai dit, ça dépend de la nature de données. Si ce sont des indicateurs de chaleur, d'humidité, ça, c'est autre chose. On va l'analyser autrement. Si ce sont des données de base de données structurées, c'est autre chose. Mais nous, on va utiliser plutôt l'axe Excel. Bon, pourquoi Excel? On va l'expliquer tout à l'heure. Je vais passer à l'autre transparent. Alors, notre cycle de formation. Alors, pourquoi on a choisi Excel? Bon, parce que les autres aspects, on ne peut pas avoir, concernant les participants, un groupe homogène concernant les autres outils. C'est-à-dire, on peut avoir quelques-uns qui maîtrisent, par exemple, le langage SQL, mais ce n'est pas vraiment donné à tout le monde. Ce sont des outils, c'est un peu spécifique aux informaticiens. Bon, les gestionnaires, généralement, ils maîtrisent Excel. D'accord? Python aussi. Python, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Mais comme je vous ai dit, le processus, c'est le même. C'est-à-dire, ce qu'on va faire avec l'axe Excel, bon, on ne va pas s'arrêter à Excel. Hein, on va utiliser d'autres outils en liaison avec Excel, ou bien ce qu'on appelle les compléments Excel. D'accord? C'est tout un axe Excel, mais ce n'est pas Excel. Hein. Excel, c'est le premier cycle de formation. C'est Excel. Donc, je reviens. Pourquoi Excel? Parce que la majorité des participants, généralement, ont une idée sur Excel. Et surtout, il y a un autre facteur, c'est que 99% des outils dans le monde entier importent et exportent des données sous format Excel. C'est-à-dire, tous les ERP, est-ce que vous avez entendu parler de ce mot-là? Un ERP, c'est un logiciel qui couvre, d'accord? C'est-à-dire, on peut avoir une petite application commerciale ou bien de comptabilité, mais un ERP, il couvre tous les domaines, tous les niveaux de l'entreprise. D'accord? C'est ça un ERP. Est-ce que quelqu'un peut me donner un exemple d'ERP très connu dans le monde? Quelqu'un parmi vous peut donner un exemple d'ERP connu, que ce soit bon, gratuit ou bien. Il n'y a pas de gratuit réellement. Hein. Au début, on commence avec un ERP gratuit, mais ce n'est pas vrai. Bon, les ERP pro, pour les grandes entreprises, ça coûte cher. Hein? Oui, monsieur? Kombogla, oui, monsieur, du Togo? Je vous écoute. Vous avez un exemple de ERP? Je vous écoute, monsieur? Deux autres aussi? Alors, quelqu'un d'autre peut me... Monsieur Brahima aussi. Vous avez la main? Monsieur Xavier? Allez, quelqu'un parmi vous peut me donner un exemple de ERP?
Walid, نشحل le micro. Vous pouvez m'écrire, monsieur, si vous avez. Vous pouvez m'écrire dans le chat. Vous pouvez m'écrire, monsieur, dans le chat. C'est bon? Vous pouvez le dire si vous n'avez pas le. Monsieur Xavier, Brahima, vous pouvez m'écrire dans le chat, je crois. Si vous n'avez pas l'accès au micro. Donc, on a dit tous les ERP, tous les logiciels dans le monde entier, ils vont, c'est-à-dire s'il y a un échange entre deux environnements différents, l'échange se fait avec Excel. Donc, c'est l'outil. Il y a d'autres outils standards, d'autres supports de données standards, comme XML, on vient de le dire. Je ne sais pas si vous avez une idée sur d'autres exemples, vous pouvez l'écrire dans le chat. Si vous avez une idée sur un autre support de données standard qu'on utilise dans le monde entier pour échanger des données, à part XML, Excel, si on dit Excel, on dit CSV, c'est la même chose. Hein? D'accord? Vous avez une idée? Vous avez entendu parler de JSON? JSON, c'est un support de données aussi, standard. Mais le plus utilisé dans le monde entier, c'est le Excel. Alors, je n'ai pas, M. Brahima, vous ne m'avez pas écrit dans le chat, non? M. Francis, alors, si vous n'avez pas, la possibilité de le dire dans le micro, vous pouvez l'écrire dans le chat. Je peux interagir avec vous. Non, je ne peux pas entendre. Monsieur Francis, si vous avez une réponse, vous pouvez l'écrire, s'il vous plaît, dans le chat. Monsieur Yassine, est-ce qu'ils peuvent intervenir ou non pour répondre à quelques questions? Non? Bon, de toute façon, je n'ai pas eu de réponse, malheureusement. Je n'ai pas eu de réponse. Oui, Brahima, est-ce que, comme je vous ai dit, est-ce que vous pouvez écrire dans le chat ou non? Donc, je vous donne moi-même des exemples de ERP. Par exemple, SAP, c'est le plus connu maintenant. Odoo, c'est un ERP en ligne aussi, écrit avec Python. SAP, mais le SAP, comme vous le savez, on ne peut pas avoir tout dans SAP. Donc, c'est modulaire. On peut disposer juste de quelques modules. Donc, Devalto, il y a pas mal d'autres ERP. Dolibar, c'est un ERP en ligne aussi, qui interprète, c'est-à-dire on peut l'adapter sur nos données locales. Donc, tous ces ERP-là peuvent échanger des données sous format Excel. Donc, c'est vraiment l'outil le plus standard dans le monde. Donc, on a intérêt à faire un cycle d'analyse de données à base du Excel, comme je vous ai dit. Donc, la majorité des gens peuvent connaître cet outil-là. Donc, si on va faire d'autres démarches basées sur les SGBD ou bien, comme je vous ai dit, sur les données de capteurs, ça peut ne pas être commun à tout le monde. Donc, c'est pour ça on va commencer avec Excel. Donc, on a un premier cycle de formation parce qu'on doit maîtriser tout d'abord les outils de base de Excel. En fait, c'est le même outil-là qu'on va utiliser ensuite pour faire les analyses. Donc, ensuite, on va faire, bien sûr, on va faire un autre cycle de données. On va entamer le dashboarding. Mais avant ça, il y a un autre outil très important avant d'entamer le dashboarding qui s'appelle le Power Query. Donc, comment s'appelle cet outil? Le Power Query. En fait, c'est quoi le Power Query? C'est un complément à Excel et le rôle du Power Query, c'est de nettoyer les données. C'est-à-dire, il va structurer les données, si on a des données qui ne sont pas conformes
ou bien parfois on a des données, c'est-à-dire qui ne sont pas atomistiques, ou bien qui ne sont pas des données selon les normes d'analyse, ou bien comme je vous ai dit, peut-être ce n'est pas un chiffre, une date convenable, ou bien ce n'est pas un chiffre numérique qu'on peut travailler avec, c'est-à-dire on ne peut pas l'exploiter avec un point ou autre. Donc, on va nettoyer les données. C'est une étape très importante dans toutes les démarches d'analyse de données. Il y a une étape très importante qui est le nettoyage et la restructuration des données. C'est-à-dire parfois, on peut avoir la date de recrutement, mais réellement, dans notre analyse, on a besoin de l'ancienneté, pas de la date de recrutement, de l'ancienneté en mois. Donc, on doit avoir des mécanismes qui nous permettent de transmettre, de convertir ou bien d'avoir des résultats, c'est-à-dire on peut en déduire des résultats. Donc, c'est le Power Query qui va faire tout ça. Alors, l'étape suivante, ça sera le Power Pivot. Le Power Pivot, c'est un autre complément, il est plus avancé et essentiellement, ça va nous permettre de faire les relations entre les sources de données. Ça, c'est vraiment l'étape la plus importante. C'est-à-dire, une fois on a nettoyé les données, je vous ai dit auparavant que les données, ça provient de différentes sources. C'est-à-dire, on a des données du cloud, du web, de bases de données, de capteurs, ainsi de suite. Donc, une fois c'est nettoyé et fusionné ensemble, on doit les relier. Et là, vraiment, c'est la partie la plus délicate et la plus critique. Comment relier toutes ces données au sein du même système d'information. Donc ça, c'est un outil aussi. Power Pivot, c'est un nouveau outil. Et avec Power Pivot, on ne parle plus de Excel normal. Donc c'est un Excel qui converge plutôt vers les bases de données. C'est-à-dire vraiment, on va avoir la même chose que les bases de données. Je peux vous donner un exemple. Hein, je vais vous montrer un exemple comment des relations réalisées avec Power Pivot. Donc, je vais vous donner alors un exemple. Par exemple, ici, alors, gestion de vente, je crois, je vais voir ce fichier-là. Donc, je vais ouvrir. Bon, au début, vous voyez que c'est un fichier Excel ordinaire, mais ce n'est pas vrai. Derrière ce fichier, derrière ce fichier-là, donc voilà. Donc, on a les dashboards. Les dashboards sont la dernière étape, c'est-à-dire le sommet de l'iceberg. Tout le monde veut s'inscrire dans une formation dashboard pour faire des graphiques, pour faire des graphiques et tout ça. Mais réellement, les graphiques, ce sont la dernière étape. D'accord? L'étape la plus importante, c'est, vous voyez là, j'ai dans le menu. Bien sûr, normalement, vous ne disposez pas de ce menu-là, hein, Power Pivot. Je dois cliquer sur Gérer pour ouvrir le Power Pivot. Et maintenant, je suis dans, ce n'est pas Excel ça, hein? Cet outil-là, ce n'est pas Excel, ça s'appelle Power Pivot. Vous voyez dans le vue du diagramme, il y a ce qu'on appelle relations. Vous voyez maintenant les relations? Ça, c'est ce qu'on appelle le Power Pivot. Donc, c'est un outil complémentaire à Excel et ça permet de lier les différentes données. Et maintenant, si vous voyez les données, vous ne pouvez pas faire la différence entre, c'est-à-dire la source de données. Ils sont tous uniformes. Ils ont l'air, c'est-à-dire homogène. Mais ce n'est pas vrai. Par exemple, ces données-là, ça vient, les fournisseurs et tout ça, ça vient d'une base de données Access. Ce n'est pas du Excel. Et vous ne pouvez pas, si vous voyez une relation comme ça dans un système d'information, vous ne pouvez pas, au préalable, détecter la source. C'est vraiment homogène. Vous ne pouvez pas dire que cette table, ça vient d'une base de données ou bien de cloud ou bien de web. Non, c'est homogène. Lorsqu'on va les mettre tous dans Power Pivot, ça devient homogène. Voilà, ça, ce qu'on parle donc, ça, c'est le rôle du pivot. À ce moment-là, une fois on a effectué la relation avec pivot, à ce moment-là, on peut entamer. C'est-à-dire le dashboarding, c'est la dernière étape pour établir des graphiques, tout ça. Vraiment, c'est la dernière étape. Alors, le troisième et dernier cycle de formation, c'est l'outil Power BI. C'est un outil Microsoft, mais ce n'est pas un outil complémentaire à Excel. C'est un outil à part, indépendant. C'est un outil à part. C'est-à-dire on doit l'installer à part. Et il a une licence aussi indépendante qui permet de faire des analyses poussées, c'est-à-dire de maîtriser ou bien de traiter des données diverses. Donc, il nous donne un potentiel d'analyse plus grand.
Et surtout, l'avantage du Power BI, c'est la publication des rapports. C'est-à-dire, avec Power BI, on peut publier nos rapports sur le web, on peut les publier à travers des applications mobiles. C'est-à-dire, on peut les donner. Nos rapports et nos dashboards vont être accessibles depuis le web, nos smartphones, partagés par tout le monde. On peut même envoyer des rapports à nos tiers, ainsi de suite. Donc, la publication, surtout, la diversité des sources, la publication et le côté graphique. C'est-à-dire, avec BI, on peut avoir, je ne sais pas si j'ai un exemple ouvert, on peut avoir des graphiques vraiment magnifiques. Je ne sais pas si j'ai un outil, je vais voir. Un outil BI qui est ouvert. Voilà, je vais vous donner un exemple de BI. Donc, ça, c'est le BI. Vous voyez les graphiques? Vous voyez, il permet de faire des graphiques plus avancés. D'accord? On peut même avoir des... vous voyez là, on peut avoir même des graphiques sous forme de cartes. Vous voyez les cartes? Par exemple, ici, la carte de la Tunisie. Vous voyez? Donc, on peut même naviguer dans la carte, c'est-à-dire, ça, ce sont des graphiques très avancés. Ils vous donnent les bulles. Bien sûr, on peut appliquer la carte de l'Afrique, la carte des États-Unis. Bon, là, c'est appliqué au niveau local sur la Tunisie, mais on peut appliquer sur des cartes. Et il va avoir la taille de bulles, ça dépend de, c'est pas, c'est-à-dire la production je sais pas, en pétrole. Il va, selon le chiffre, ou bien on utilise souvent ces analyses lorsqu'on le Covid, là, pendant le Covid. On met le pays du monde avec des bulles et la taille du bulle ou bien la couleur du bulle, ça dépend du nombre de contaminés, d'accord? De contamination. Donc, la taille du bulle, ça dépend du chiffre. Ça, c'est vraiment des graphiques magnifiques, les cartes. Donc, vraiment, on a beaucoup, c'est-à-dire avec le BI, on a une richesse de graphiques. Vous voyez les graphiques là? Vous voyez les graphiques? C'est-à-dire, on a un potentiel de graphique plus large, plus riche que Excel, évidemment. Donc ça, c'est c'est le dernier volet de formation. C'est le Power BI qui est vraiment un outil très avancé d'analyse de données. Il utilise un langage très connu dans le monde maintenant, il s'appelle DAX. Donc, on va voir, même avec son BI, on va voir une idée sur le DAX. Le langage DAX, qui est un nouveau langage très important, très sollicité aussi dans le monde professionnel maintenant. C'est un nouveau outil. On entend parler de SQL, de SPSS, mais le DAX, vraiment, c'est un nouveau langage. Je ne sais pas si j'ai la définition du DAX. Alors, si j'ai la définition de l'outil DAX, je vais voir. Je peux vous donner la définition de cet outil-là, qui est le DAX. Alors, on va voir. Alors, j'ai un atelier. Voilà. Donc, c'est quoi le langage DAX? Voilà ce que je peux vous lire pour vous. Donc, c'est un langage d'analyse de données très puissant. Il est utilisé par Power Pivot dans Excel, Power BI, SQL Server. Il est utilisé par SQL Server. C'est un outil SGBD de Microsoft. Il s'agit d'un langage inspiré en partie de fonctions Excel, mais adapté à la réalité d'analyse de bases de données. Donc, c'est un outil hybride entre Excel et les bases de données. Donc, on peut avoir aussi une idée. Si vous mettez DAX dans votre LinkedIn, vraiment, c'est un outil, c'est un skill, c'est une compétence très demandée dans LinkedIn. Voilà, j'espère bien vous donner donc une idée sur vraiment notre cycle de formation. Je ne sais pas qu'est-ce qui nous reste concernant avant de faire l'exercice. Alors, normalement, on va recevoir les questions, vos questions. Alors, il nous reste combien de transparents? Alors, on a parlé de 3 parties de notre formation. Vous pouvez, bien sûr, et une remarque, vous pouvez faire les cycles, c'est-à-dire vous n'êtes pas obligé de les faire tous.
si vous voulez suivre tout le cycle de formation dashboarding, vous pouvez s'inscrire dans les 3 parties. Mais si vous maîtrisez Excel, par exemple, vous pouvez directement entamer la partie dashboarding, d'accord? Ou bien BI. Vous n'êtes pas obligé de les faire tous, les 3 cycles. Vous pouvez choisir 1, 2, ou bien vous pouvez choisir de faire les 3 sessions. Voilà une idée, c'est la définition des différents outils. Donc, vous pouvez revenir sur ce document pour lire les différents acquis et objectifs de 3 cycles de formation. Donc, on commence par Excel, comme je vous ai dit. Alors, ici, entre Excel et Power Pivot, on va faire ce qu'on appelle le query. Hein. Comme je viens de dire, donc on va faire Excel avancé, bien sûr. Ensuite, bon, Excel avancé, réellement, il comporte deux parties. Les 2-3 premières séances, c'est un rappel concernant les notions basiques, mais ensuite, on va enchaîner directement avec les notions avancées, bien sûr, comme les macros, les croisées dynamiques essentiellement. On va faire beaucoup de croisées dynamiques, les fonctions SOMSI, SOMSI11, recherche X, DATDIF, ainsi de suite. Ensuite, on va enchaîner avec query, ensuite avec pivot, et là, ça vient la partie dashboarding. Une fois on a vraiment fini tout le cycle d'analyse de données, c'est-à-dire de relations, de nettoyage, on peut entamer le dashboarding, c'est-à-dire la création des graphiques, des tableaux de bord, ainsi de suite. Voilà. Alors, maintenant, voilà un exemple des exercices qu'on a fait. Je sais pas, voilà, un dashboard. Ça, c'est au cours de du dernier cycle de formation. Ce que vous voyez à gauche, là, ce qu'on appelle les segments. Ça sont les segments. Ce sont des filtres. Là, ce que vous voyez sur chiffre d'affaires s'appelle indicateur. Donc, un dashboard, il contient des indicateurs, des graphiques et des segments, généralement. Donc, on va voir tout ça avec plus de détails. Voilà. Ça, c'est un dashboard qui est fait avec Excel. Hein? D'accord? Vous voyez, pour arriver à ce niveau de résultat, vraiment, il y a beaucoup de savoir-faire. Parce qu'à la base, ça sont des graphiques simples, des anneaux simples. Mais arriver à ce résultat-là, pour avoir des anneaux comme ça ou bien des jauges comme ça, il y a du boulot vraiment. Hein? Mais ce n'est pas difficile. C'est-à-dire qu'il suffit de suivre la formation, on peut y arriver, évidemment.